الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager, comme promis, avec vous la solution des sujets de concours national ouvert pour accéder à son attract pour les ingénieurs et techniciens, instrumentation et contrôle des systèmes. On passe rapidement la correction. Vous trouvez le sujet dans la chaîne, bien sûr. Donc, on va commencer par la question numéro un. Qu'est-ce qu'un capteur? On peut définir un capteur comme étant un dispositif permettant d'interpréter l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur exploitable telle que une tension électrique, une hauteur de mercure, un courant électrique ou bien la déviation d'une aiguille. Le capteur se distingue de l'instrument de mesure par le fait qu'il ne s'agit que d'une interface entre un processus physique et bien sûr une information manipulable. Par opposition, l'instrument de mesure, c'est un appareil se suffisant à lui-même disposant d'un affichage ou bien d'un système de stockage des données. Le capteur, lui, est déprouvé. De même, un capteur est distinct d'un transducteur et là, au minimum, constitué d'un transducteur. Le capteur sont les éléments de base des systèmes d'acquisition de données, leur mise en œuvre et du domaine de l'instrumentation. La deuxième question, c'était qu'est-ce qu'un actionneur? Un actionneur, c'est un dispositif qui reçoit un apport d'énergie et le convertit en mouvement ou bien en force. Il s'agit d'un composant essentiel dans de nombreuses technologies modernes et de nombreux domaines de l'ingénierie, de la robotique, jusqu'à l'énergie renouvelable. Les actionneurs jouent un rôle essentiel dans le contrôle et l'automatisation de divers process et systèmes. Ils se présentent sous de nombreuses formes et types, différents chacun ayant des capacités et une utilisation unique. Par exemple, vous avez le volant, un simple cylindre pneumatique ou bien un moteur électrique complexe. La troisième question, quelles sont les caractéristiques d'un capteur? Un capteur est caractérisé selon plusieurs critères, dont les plus courants sont la grandeur physique observée, son étendue de mesure, c'est la gamme de mesure, la résolution, la sensibilité, la précision, la reproductibilité, la linéarité, la rapidité pour le temps de réponse, aussi par sa bande passante, son hystéricisme, sa gamme de température d'utilisation et bien sûr, pour utiliser un capteur dans les meilleures conditions, il est souvent utile de pratiquer un étalonnage et de connaître les incertitudes de mesure relatives à celui-ci. La troisième, quatrième question, quelle est l'utilité des capteurs capacitifs? Nous avons que les capteurs capacitifs peuvent détecter des matériaux métalliques et non conducteurs tels que le verre, le papier, l'huile, l'eau, etc. Les capteurs capacitifs sont insensibles à la poussière et à la saleté et offrent une immunité maximale aux interférences magnétiques. Maintenant, la question numéro 5. Quelle est l'utilité des quelle est l'utilité des capteurs inductifs? Les capteurs inductifs sont couramment utilisés pour effectuer des mesures de position, de vitesse, notamment dans des environnements difficiles. La terminologie et les techniques employées dans le domaine des capteurs inductifs peuvent toutefois s'avérer quelque peu déroutantes pour de nombreux ingénieurs. Nous avons Mark Horler, directeur général de Zetlix, explique les différents types de capteurs, leurs principes de fonctionnement et leurs forces de faible explicative. Donc, mais معلومة ما تهمناش, on n'a pas besoin pour les gens qui en sont intéressés. بركة يكونسلتيوها. Donc, pourquoi on utilise l'étendue de mesure de 4 à 20 milliampères et pas de 0 à 20 milliampères? Il démarre ici à 4 milliampères au lieu de 0 milliampères pour faire la distinction entre un signal 0 et un défaut du capteur. Contrairement à une sortie de 0 à 10 volts DC, un autre avantage de 4 à 20 milliampères est que le signal n'est pas affecté par les chutes de tension dans le câblage et qu'il est insensible au bruit électrique. La septième question, qu'est-ce qu'un capteur actif et passif? Les définitions relatives à un capteur passif et actif ne sont pas très parlantes. Un capteur passif comme une résistance, une sonde de température CTN nécessite une alimentation pour fournir l'information. En revanche, un capteur actif fournit sa propre énergie.
Le capteur actif qui transforme directement la grandeur physique en grandeur électrique, pardon. Vous avez, à titre d'exemple, les thermocouples qui transforment directement la température en tension électrique. Les capteurs passifs qui utilisent un élément intermédiaire qui réagit au phénomène physique, une alimentation électrique extérieure pour obtenir un signal électrique. On vous demande la huitième question, définir les systèmes en boucle fermée. Donc, lorsque vous observez certaines boucles familières qui nous entourent, pour les montages russes, les circuits de course, les anneaux porte-clés, etc., elles partagent toutes une caractéristique élémentaire. Les deux extrémités se rejoignent. Le même concept s'applique aux boucles d'asservissement. Le système de commande va envoyer une commande au variateur, pardon. Ce dernier alimente le moteur et la réponse du moteur côté vitesse et position est communiquée au système de commande afin de boucler la boucle. L'objectif est que l'asservissement correspondant à la commande. Maintenant, on vous demande d'expliquer la différence entre un signal 4 à 20 milliampères et un signal 0,10 volts. Le courant de 4 à 20 milliampères est nécessaire pour nécessairement pardon, le même dans toute la boucle, sauf cas exceptionnel de fuite, alors que la tension 0,10 volts sur le récepteur peut être différente que celle qui est émise par le capteur transmetteur à cause de chutes de tension en ligne dues à la résistance des fils. La dixième question, que signifie PID? Donc, en automatique, le régulateur PID, appelé aussi correcteur PID proportionnel intégral dérivé, c'est un système de contrôle permettant d'améliorer les performances d'un asservissement, c'est-à-dire un système au procédé en boucle fermée. La question numéro 11, à quoi sert un contrôleur PID? Les points clés, le régulateur PID, c'est une partie intégrale du système de régulation de température industrielle dans un grand nombre d'industries et d'applications. L'objectif principal d'un régulateur PID, c'est la comparaison entre une valeur de consigne et la mesure du process afin de minimiser l'erreur. Maintenant, la question numéro 12, quels sont les types de capteurs de pression utilisés pour la mesure de la pression? Les capteurs de pression peuvent être absolus, de jauge étanche et de pression différentielle. Les capteurs de pression absolue mesurent la pression par rapport à une chambre de référence presque vide. Non, expliquer le système de contrôle en boucle ouverte et en boucle fermée. En effet, un système en boucle ouverte ne peut pas corriger les erreurs qu'il commet ou bien corriger les perturbations extérieures. L'opposé du contrôle en boucle ouverte est le contrôle en boucle fermée qui lui intègre la rétroaction du système qui est en général négative, donc toujours on trouve la contre-réaction. La question numéro 14, qu'est-ce qu'une boucle de contrôle et comment fonctionne-t-elle? Les boucles de régulation sont des systèmes appliqués par des ingénieurs de conception dans diverses applications industrielles afin de maintenir les variables du process à la valeur ou au point de consigne. Souhaitez bien sûr, les boucles de régulation sont importantes pour maintenir la stabilité d'un système et pour produire de manière constante le résultat souhaité d'un process. Une boucle de régulation de température, c'est l'un des exemples les plus courants de boucles de régulation. Et les boucles de régulation permettent de maintenir les températures dans nos maisons, par exemple, et les bureaux. Ils sont également utilisés pour une gamme de systèmes d'immersion et de chauffage industriel. La question numéro 15, quelle est la différence entre la régulation et l'asservissement? Attention à ne pas confondre l'asservissement avec la régulation, car l'asservissement, c'est le poursuite par la sortie d'une consigne variable dans le temps, tant que la régulation, c'est la consigne constante et le système compense les perturbations. Et dans les systèmes asservis suiveurs, la consigne d'entrée varie en permanence. La question numéro 16, qu'est-ce que la régulation et quel est son objectif principal? La régulation consiste à maintenir constante une grandeur physique telle que le niveau d'eau d'un réservoir percé, la température ou bien l'humidité d'un local, etc. Pour cela, la régulation va ajuster la puissance à apporter en fonction des besoins. En effet, pour maintenir la consigne, il faut compenser les perturbations telles que les fuites du réservoir, les variations de température extérieure ou bien de l'encellulement. La valeur de la grandeur que l'on cherche à maintenir est constante est appelée consigne.
Maintenant, comment la régulation maintient la stabilité d'une variable dans le système? Je vais parler de ça à part parce que il est trop long. La réponse, elle est trop longue. On va expliquer la suite. On va à la question. Hedi, peux-tu donner un exemple concret de régulation dans la vie quotidienne? Donc, la régulation dans le domaine des procédés industriels concerne la mise en œuvre de l'ensemble de moyens théoriques, matériels et techniques pour maintenir chaque grandeur physique essentielle égale à une grandeur désirée appelée valeur de consigne, par action sur grandeur réglante, et c'est malgré l'influence des grandeurs perturbatrices du système. Le terme régulation peut avoir d'autres acceptions. Dans un sens général, la régulation, c'est l'ensemble des techniques permettant de maintenir le bon fonctionnement d'une machine ou bien d'un état des systèmes. Dans le cadre des transports ou de logistique, la régulation désigne l'organisation des flux de marchandises, de voyageurs, de véhicules de manière optimale. C'est détecter la non-conformité, retard, bouchons, panne, incidents de toutes sortes, altérant le déroulement du plan de transport et ramener la situation à la normale, à ce qui est conforme au plan le plus vite et avec le moins de conséquences possible. Donc, ne pas confondre avec le terme anglais regulation. Dans la traduction, c'est la réglementation. Toutes les expressions régulation en économie, en théorie de la régulation, montrent que le terme français, c'est régulation et dans certains cas, le mieux approprié pour traduire le terme anglais régulation lorsque celui-ci va au-delà du simple réglementation et inclut une supervision active. La question numéro 19, qu'est-ce que l'asservissement et en quoi diffère-t-il de la régulation? Comme un système asservi ou bien asservissement, c'est un système capable d'élaborer de manière autonome sa grandeur de commande à partir d'une valeur de consigne et d'une mesure de réponse avec un capteur. Maintenant, pour la grandeur asservie, c'est la réponse que doit atteindre le plus rapidement possible sa valeur de consigne, quelles que soient les perturbations externes. Le principe général est de comparer la consigne et la mesure de manière à apporter une correction. On parle également de systèmes commandés par rétroaction négative ou en boucle fermée. On parle de système suiveur ou de poursuite lorsque l'entrée varie. Et on parle de système régulé lorsque l'entrée elle est constante. L'asservissement utilise-t-il la rétroaction pour suivre une consigne de variable? Là, peux-tu donner un exemple concret d'asservissement dans un système automatisé? Je vais répondre sur ça après. Quels sont les avantages? La question numéro 21. Quels sont les avantages de l'asservissement par rapport à la régulation simple? L'asservissement offre, l'asservissement offre plusieurs avantages par rapport à la simple régulation. Principalement, il permet une meilleure précision, une meilleure réponse dynamique face aux perturbations. La question numéro 22, quel type de perturbation un système d'asservissement est-il capable de compenser? Un système asservi peut compenser divers types de perturbations, notamment les perturbations de charge, les perturbations paramétriques et les perturbations externes. Dans quel cas utiliserais-tu la régulation plutôt que l'asservissement? Que l'asservissement offre plusieurs avantages par rapport à la simple régulation. Principalement, il permet une meilleure précision, une meilleure réponse dynamique face aux perturbations, les entrées-sorties analogiques et les entrées-sorties numériques. La question numéro 24, quelles sont les applications typiques de la régulation et de l'asservissement dans l'industrie pétrolière? Si la complexité des tâches ou les exigences en matière de précision de vos process sont élevées, avec des solutions de pulvérisation, vous jouez la carte de la sécurité. Donc, la technologie de process élargit considérablement les champs d'action en fabriquant des buses. Donc, il aide à optimiser l'efficacité de nombreux procédés, notamment dans l'industrie pétrochimique, du forage à la raffinerie. La question numéro 25, expliquez le concept de contrôle de process. Le contrôle qualité, c'est un aspect de la gestion de la qualité. Le contrôle, c'est une opération destinée à terminer avec des moyens appropriés. C'est le produit y compris service, documents, code source contrôlés et conformes ou non à ses spécifications ou bien exigences préétablies incluant une décision d'acceptation ou de rejet ou bien de touche, pardon. Quels sont les objectifs du contrôle des process?
Il contrôle les process liés à la phase analytique qui permet de détecter les erreurs du système d'analyse. Ces erreurs peuvent être dues à un défaut de système d'analyse, à des conditions environnementales déformables ou bien l'exécution par l'opérateur. La question numéro 27, quelle est la différence entre les signaux analogiques et numériques dans les systèmes de contrôle? Nous avons un signal analogique, c'est un signal continu qui peut prendre une infinité de valeurs, alors que le signal numérique, c'est un signal discret, discontinué qui résume en une succession de 0 et de 1. La question numéro 28, pardon, quelle est l'importance de la redondance dans les systèmes de contrôle? Donc, en ingénierie, la redondance, c'est la duplication de composants ou bien de fonctions critiques d'un système dans le but d'augmenter la fiabilité du système, généralement sous la forme d'une sauvegarde ou bien de sécurité intégrée ou pour améliorer les performances réelles du système, comme dans le cas de récepteurs GNSS au traitement informatique multithread. Dans de nombreux systèmes critiques pour la sécurité, tels que les commandes de vol électrique et les systèmes hydrauliques d'aéronefs, certaines parties de systèmes de commande peuvent être triplées, ce qu'on appelle officiellement la triple redondance modulaire. Si vous avez une erreur dans un composant peut être annulée par les deux autres. Dans un système à triple redondance comporte trois sous-composants qui doivent tous trois tomber en panne avant que le système ne tombe en panne, étant donné que chacun d'entre eux tombe rarement en panne et que les sous-composants sont censés tomber en panne indépendamment les unes des autres. Donc, là, toujours, il faut faire plusieurs systèmes de secours, c'est-à-dire. Donc, la redondance produit parfois moins au lieu d'une plus grande fiabilité. Elle crée un système plus complexe qui est le sujet à divers problèmes. Elle peut conduire à la négligence des responsabilités humaines et peut conduire à des exigences de production plus élevées. En surchargeant le système, peuvent le rendre moins sûr. La question numéro 29, décrire le process de réglage d'un contrôleur PID. Donc, en automatique, le régulateur PID, appelé aussi correcteur PID proportional intégral dérivé, c'est un système de contrôle permettant d'améliorer les performances d'un asservissement, c'est-à-dire un système au procédé en boucle fermée. C'est le régulateur le plus utilisé dans l'industrie où ses qualités de correction s'appliquent à des multiples grandeurs physiques. Quels sont les composants clés d'un système d'automatisation? Donc, un système automatisé est composé de plusieurs éléments qui exécutent un ensemble de tâches programmées sans que l'intervention de l'homme ne soit nécessaire. Exemple, le passage à niveau automatique, la porte de garage, etc. Il est composé d'une chaîne de traitement. Donc, la partie commande, elle donne les ordres et reçoit les informations de l'extérieur ou de la partie opérative. Elle peut se présenter sous trois manières différentes. Donc, vous avez un boîtier de commande, un microprocesseur, le cerveau électronique et un ordinateur. Nous avons aussi la chaîne d'énergie, la partie opérative, c'est la partie d'un système automatisé qui affecte le travail. Autrement dit, c'est la machine, c'est la partie qui reçoit les ordres de la partie commande et qui les exécute. Elle comporte les capteurs et les actionneurs. Un actionneur, c'est un élément de la partie opérative qui est capable de produire une action physique telle que déplacement, dégagement de chaleur, émission de lumière ou bien sans à partir de l'énergie qu'il a reçue. Un capteur, c'est l'élément de la partie opérative qui permet de recueillir les informations et va les transmettre à la partie de commande. Et les capteurs sont choisis en fonction des informations qui doivent être recueillies, température, son, lumière, déplacement et position. Voici le schéma d'un système automatisé. Donc, vous avez les consignes de l'utilisateur, la chaîne de l'information, chaîne d'énergie, compagnie d'ordre, la chaîne d'information en compagnie d'informations propres et système. On reçoit les informations pour les utilisateurs et on trouve à travers la chaîne d'énergie, bien sûr, l'entrée, c'est la source d'énergie qui passe à travers une action pour arriver à un état final avec démarrage d'un état initial, bien sûr. La chaîne d'information, donc c'est la partie du système automatisé qui capte l'information et qui va la traiter. On peut découper cette chaîne en plusieurs blocs fonctionnels. Acquérir, traitement, communiquer, transmettre. Acquérir, ces fonctions qui permet de prélever des informations à l'aide des capteurs. Traiter, c'est la partie commande composée d'un automate ou bien d'un microcontrôleur. Communiquer, cette fonction assure l'interface utilisateur et d'autres systèmes. Transmettre, cette fonction assure l'interface avec l'environnement de la partie commande. Voici un exemple de chaîne d'information, la porte d'un garage. L'opérateur appuie sur le bouton de télécommande pour fermer la porte du garage consigne de l'utilisateur. La chaîne d'information composée d'un boîtier électronique et de capteurs détecte le signal et ordonne lorsqu'il reçoit l'ordre. La mise en route du moteur afin d'ouvrir la porte, donc c'est l'ordre. Vous avez besoin de capteurs photo-cellules.
Donc, la photocellule va empêcher la fermeture de la porte si elle détecte la présence d'un objet, soit personne, voiture, animal, etc. Il y a aussi des capteurs qui permettent de connaître l'état de la porte. Est-ce qu'elle est ouverte ou bien fermée? Donc, voici présence d'un objet à l'entrée de garage, acquérir à travers des photocellules et modules radio qui va traiter à travers une carte électronique, communiquer, transmettre en utilisant des câbles, ordre d'ouverture et de fermeture de la porte. La chaîne d'énergie, donc, dans un système automatisé, on parle d'une chaîne d'énergie, l'ensemble des procédés qui vont réaliser une action. On peut découper cette chaîne en plusieurs blocs fonctionnels. Donc, l'entrée, alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Voici l'explication de chaque partie. Donc, alimenter, c'est la mise en forme de l'énergie externe en énergie compatible pour créer une action. Distribution de l'énergie, distributeur, distribution de l'énergie à l'actionneur. Convertir, donc, appeler actionneur peut-être un vérin, un moteur et transmettre à travers des organes mécaniques de transmission de mouvement et des forces. Donc, vous avez le courroie, accouplement, embrayage, etc. Donc, voici l'exemple. On passe à la question 31. Qu'est-ce que l'API? L'API, trois lettres qu'on croit souvent sur le web et dont on ne connaît pas forcément le sens. Une API pour application programming, interface permet à deux applications de communiquer entre elles. Nous allons voir comment et pourquoi la notion API est le vent en poupe dans le monde de développement web. API permet de rendre dispensable les données ou bien les fonctionnalités d'une application existante afin que d'autres applications les utilisent. Voici qui devrait rendre la notion d'interface de programmation plus claire. Donc, API permet donc d'utiliser un programme existant plutôt que redévelopper. C'est donc un grand gain de temps à la clé. Donc, on va s'arrêter ici parce que la vidéo déjà au slot 23. La suite, tu as les questions. Demain, quels sont les types d'API, quels sont les différents modules dans le PLC, quels sont les différents langages de programmation utilisés dans les automates, pourquoi on utilise l'API, pardon, plutôt que la logique des relais, comment programmer des automates, qu'est-ce que l'interface en machine, quels sont les différents types de vannes de régulation, décrire la fonction d'un relais dans un circuit électrique, expliquer le principe de fonctionnement d'un capteur. Comment concevoir un système de redondance pour l'instrumentation critique et qu'est-ce qu'un thermocouple et comment fonctionne-t-il? Sachant que quelques questions, j'ai déjà répondu sur la vidéo Tasba. Donc, le reste, je vais proposer la solution dans une autre vidéo à part, sinon je vais dépasser une heure de vidéo. Déjà, nous sommes à 23 minutes. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vous souhaite bonne chance et beaucoup de succès. Ya Rabbi, Inch'Allah.